faut être conscient du fait que la machine va être capable de faire 80% de ce que font la plupart de vos collaborateurs. L'entrepreneuriat, ça vous apprend la modestie, parce que vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile que vous pensez. Les choses changent à une vitesse folle, vous anticipez jamais tout, mais c'est aussi ce qui fait que c'est passionnant. Celui qui est muré et qui n'écoute pas l'avis des autres va finir par se planter, parce que personne ne sait tout. Mais celui qui écoute sans arrêt les autres va être indécis. Et je suis un peu inquiet d'ailleurs de cette tendance des très jeunes entrepreneurs et de toute cette tendance des réseaux qui ne met en avant que la réussite matérielle en fait. Vous le voyez comment, justement, l'avenir politique de notre pays, la France? Non mais moi je suis honnête avec vous, moi je dis toujours la vérité. Moi je vois très mal l'avenir de la France. Donc, il ne faudrait pas rester en France? Bonjour à tous, bienvenue sur Singulier. Aujourd'hui, un nouvel épisode, pas comme d'habitude. Vous le voyez d'ailleurs au décor et vous voyez mon invité que je vais vous présenter tout de suite après. Mais je remercie le domaine Clairefontaine aujourd'hui pour nous accueillir pour l'événement du Business Match. Le Business Match, c'est tout simplement une plateforme business pensée pour les entrepreneurs qui veulent se connecter avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs digitalement et physiquement. On vous met l'adresse en bas de l'écran. Et pour aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Laurent Tapie. Je suis ravie de vous accueillir. Moi aussi. Merci beaucoup, parce que votre parcours est assez dense. On vous connaît bien sûr sur le nom de famille connu, on va y revenir. Vous êtes un homme d'affaires français, actionnaire majoritaire de la société de l'âge automobile depuis 2019. Moi, ça fait sens forcément à mon histoire de famille dans l'automobile. Mais on va revenir un peu sur tout votre parcours pro. Moi, ce que j'aime bien au début de l'épisode singulier, de comprendre le petit Laurent, en fait. Il rêvait d'être entrepreneur, il savait. Est-ce qu'il avait compris que dans sa famille, il y avait un parcours presque tracé ou au contraire pas du tout? Non, je rêvais pas d'être entrepreneur quand j'étais enfant et jusqu'à 12-13 ans. J'étais fasciné par l'espace et je rêvais d'être astrophysicien. J'étais bon en maths, en physique, je voulais faire des études poussées dans ces domaines-là. Et j'étais fan d'Hubert Reeves, un fameux astrophysicien français. Donc je ne m'orientais pas vers l'entreprise. Un peu plus tard, je faisais beaucoup de piano, je voulais être pianiste. Puis je faisais beaucoup de football, je voulais être footballeur professionnel. Je suis allé en centre de formation. Et j'étais pas assez bon dans aucun de ces domaines pour en faire ma carrière. Donc j'ai fait des études de commerce qui étaient généralistes, qui m'ouvraient plus de perspectives. Et c'est un peu par hasard que je suis devenu entrepreneur, mais j'ai adoré ça et c'est pour ça que je n'ai fait quasiment que ça depuis 2000. Quand vous étiez adolescent, est-ce qu'il y avait, on va dire, cette chance ou ce poids par rapport au nom de famille? Comment vous l'avez vécu cette adolescence et ces études-là? J'ai toujours vécu plus comme une chance que comme un poids, parce que ce nom, d'abord, était quand même assez populaire. Il y a beaucoup de gens qui adoraient mon père, et les gens qui vous adorent viennent vers vous, ceux qui vous détestent ne viennent pas vers vous. Donc, des gens qui détestaient mon père ne se sont jamais manifestés auprès de moi. Il n'y a jamais personne qui vient me voir en me disant, il faut que je vous dise, je détestais votre père. Mm. Ceux qui viennent, c'est ceux qui viennent me dire, il faut que je vous dise, j'adorais votre père. Donc, j'ai vu plutôt les bons aspects. Et puis, j'ai pu participer à ces aventures incroyables, puisque Ouais. mon père, je pense que c'était un aventurier, c'est le terme qui lui correspondait le mieux, et en particulier l'Olympique de Marseille. C'était quelque chose de vivre l'OM de l'intérieur, depuis un club qui reprend, qui était 15e à champion d'Europe. Toute cette ascension-là, sur 7 ans, elle a été extraordinaire. Et d'ailleurs, sa chute a été douloureuse du point de vue de la perte de l'OM. C'est pas la perte matérielle, parce que ça, bon, c'est évidemment plus agréable de passer ses vacances sur le Phocéa que de les passer dans un hôtel lambda, Ouais. certes, mais c'est pas très grave. Alors que de perdre des aventures comme l'OM, ça, c'est plus difficile. Mm. Et l'envie de devenir entrepreneur ou de suivre la voie de l'entrepreneuriat, on en parlait un petit peu en off, ça s'est révélé à quel moment et comment? Alors, ça s'est révélé que j'étais donc à Subdeco Paris en majeure finance et que je cherchais un stage et que c'était vraiment l'époque où mon nom, là, pour le coup, était blacklisté, en particulier dans les milieux de la finance. Mon père était en plein conflit avec le Crédit Lyonnais, il avait été en prison. Donc là, c'était vraiment une période très dure du non, on va dire, et je ne trouvais pas de stage. Donc j'étais très embêté parce que mon école m'a dit on ne validera pas votre deuxième année si vous n'avez pas un stage. Et un copain est venu à ce moment-là me proposer de monter une boîte. Et je me suis dit, bah, ça c'est peut-être l'opportunité, je vais avoir un stage dans ma propre entreprise. Et donc je suis allé voir mon école pour leur demander s'ils acceptent que je sois stagiaire de ma propre entreprise. Ils ont dit oui. Et c'est comme ça que j'ai monté ma propre entreprise, qui était toute modeste, qui était de faire des tournois de foot, dans un premier temps pour le grand public, ensuite pour les entreprises, mais qui a très très bien marché. Moi qui suis passionné de voiture, j'ai acheté ma première 911 Turbo grâce à ces tournois de foot. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, c'est ce qui m'a donné envie derrière de faire de l'entrepreneuriat
Bah, toute ma vie, en fait. Mmh. Pourquoi cette question je l'ai posée? Parce que souvent, on est aujourd'hui en 2026, mais plein d'entrepreneurs se posent des questions: comment on devient entrepreneur? Si on a le déclic, si on a l'envie, si on a l'argent, si on a la réputation et cetera. Est-ce qu'on peut tous devenir entrepreneur? Est-ce que vous, de votre parcours à vous, parce que chacun aura une réponse, hein, Mmh. comment on le devient? Est-ce que tout le monde peut le devenir? C'est Je quoi? pense que tout le monde ne peut pas le devenir parce que tout le monde n'a pas les qualités qu'il faut pour être entrepreneur, il faut être clair. Et il y en a une en particulier qui est absolument nécessaire, c'est peut-être la seule qui soit absolument nécessaire, c'est la résilience et la résistance au stress. Parce que c'est probablement le métier le plus stressant au monde, je Mmh, pense. Et que si on n'a pas une nature qui est capable de gérer le stress, de le supporter et d'arriver à dormir le soir en dépit du stress, il ne faut pas faire de l'entrepreneuriat. mmh, Euh, En dehors de cette qualité-là, presque n'importe quel profil peut être entrepreneur. Bah, après, il y a quand même une qualité évidente qui est nécessaire d'avoir, c'est de l'intelligence, parce que ouais, quelqu'un qui n'est pas intelligent aura peu de probabilité de réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il faut de l'intelligence, il faut de la résilience, et puis après, il faut un équilibre aussi de famille. Et ça, c'est un point dont on parle très peu, ouais. mais je pense qu'il est extrêmement important, parce que quand on est entrepreneur, ça a un impact sur toute sa vie familiale. Et il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus. Bon, alors les enfants n'ont pas trop leur mot à Mmh, dire, ils subissent la vie de leurs parents du mieux possible, mais le couple, lui, a son mot à dire. Donc quand on entreprend, je pense qu'il faut le faire en étant très clair avec son conjoint sur ce que ça implique, et il faut qu'il y ait une acceptation, parce ouais. que si on entreprend contre l'avis de son conjoint, ça peut créer des tensions qui vont soit faire exploser le couple, soit faire exploser l'entreprise, soit les deux. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un point qui me semble important, en tout cas quand son couple a de l'importance. Oui, et on parle rarement, effectivement, cette notion de perso-pro. Bon, il y a le fameux équilibre vie pro, vie perso, parce que oui, on ne fait pas 35 heures quand on est entrepreneur. On Ouais. n'a pas une petite dose de stress, évidemment. Mm. Et c'est vrai qu'on en parle rarement. C'est quoi? Il faudrait être un couple d'entrepreneurs où il faut que l'autre soit salarié, mais soit OK avec ça. Comment on Je ne s'équilibre? crois pas qu'il y ait une règle absolue à définir. Il faut que chacun trouve son équilibre de vie et chaque couple est différent. Bon, ceci étant dit, c'est vrai que s'il y en a un qui est salarié, c'est quand même pas mal parce que ça donne quand même un peu de stabilité. Ouais. Encore que d'être salarié, tout le monde dit toujours l'entrepreneuriat c'est le risque, le salariat c'est pas le risque. C'est pas si vrai que ça. On n'est Mm. jamais sûr de garder son salaire, hein. Les entreprises dans lesquelles on est salarié peuvent connaître des difficultés ou peuvent avoir le choix de prendre quelqu'un à votre place. Donc il n'y a pas une garantie absolue. C'est la fonction publique où là on est vraiment très, très tranquille. Eux, ils Ouais. virent jamais personne. Bon. Donc ça peut être peut-être une solution d'avoir de la stabilité. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, je pense. On peut avoir deux entrepreneurs dans un couple ou les deux qui travaillent dans la même entreprise. Ouais. Bon, là, c'est le risque maximum quand même, hein, parce que si Ouais. l'entreprise se Ok. casse la figure, il n'y a plus de revenus pour aucun des deux. Mais il faut que chacun trouve la voie qui est la sienne dans son couple et trouver son équilibre. On est plus entrepreneur quand on est jeune ou il n'y a pas forcément d'âge? Je dirais on risque d'avoir une envie d'entreprendre plus forte quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on n'a rien à perdre. Mm. Quand on avance dans la vie, bah, on s'est installé dans un rythme où justement on a besoin d'une stabilité parce que on a peut-être des enfants, on a peut-être un loyer à payer, on a tout un contexte qui fait que c'est un saut dans l'inconnu beaucoup plus difficile à Ouais. franchir. Et pourtant, on a des meilleures qualités quand on est plus âgé parce qu'on a de l'expérience que quand on est jeune. On a de meilleures chances de succès, je pense, quand on a acquis de la bouteille Ouais. que quand on démarre jeune. Donc il n'y a pas d'âge pour entreprendre, mais il va y avoir une tendance, je pense, plus forte chez les jeunes que chez les plus anciens. Ouais. Ça, cette notion de longévité, régularité, on le voit. On voit maintenant sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, le succès des visibilités, des vues énormes, où des entrepreneurs d'un an, 2 ans disent effectivement, je vais avoir cette résilience de l'entrepreneur qui a 20 ans. Effectivement, il faut savoir aussi être un peu modéré et se dire que la vie va nous apprendre aussi les choses. Enfin, nous, on vient d'une génération, enfin, on a quelques années de différence, mais c'est vrai que on a tendance à dire aux plus jeunes, bon, détendez-vous, c'est pas grave si à 20 ans, vous explosez pas les vues, vous faites pas le million tout de suite. Bien C'est sûr. aussi ça, cette notion de réussite dans l'entrepreneuriat, je voudrais qu'on en parle, parce que certains réussir, c'est faire, 70 000 €, certains, c'est faire 1 million. Comment vous l'avez vécu cette notion de réussite? Parce qu'avec Mais déjà, je pense que là, on part pas sur le bon postulat. Pour moi, la réussite, elle ne se chiffre pas en millions. L'argent doit être une conséquence de la mmh, réussite, elle ne doit pas être le moteur. Et je suis un peu inquiet d'ailleurs de cette tendance des très jeunes entrepreneurs et de toute cette tendance des réseaux qui ne met en avant que la réussite matérielle en fait.
c'est un peu dramatique. On ne montre que les sacs Louis Vuitton, les belles voitures, les beaux appartements, et on indique que c'est ça la réussite. Ceux qui partent dans l'entrepreneuriat avec l'idée que c'est ça leur objectif, ils ont pas 4 chances sur 5, mais 99 chances sur 100 de se planter. Mmh. Parce qu'en fait, le départ de l'entrepreneuriat, c'est d'être utile. C'est de penser à un service ou un produit qui va être utile aux autres. Donc c'est une démarche altruiste, l'entrepreneuriat. Celui qui part pour se goinfrer lui et être riche, il a toutes les chances, parce qu'il n'a pas fixé son curseur où il fallait le fixer. L'argent viendra en conséquence. Si vous avez fait un truc qui est utile aux autres, vous aurez du succès. Et parce que vous avez du succès, forcément, vous aurez l'argent qui va avec. Quel que soit le domaine. Quel que soit le Oui. domaine, absolument. Et d'ailleurs, le succès va se mesurer à l'aune de la popularité du domaine. C'est un peu comme dans le sport. Quelqu'un qui est un sportif professionnel va gagner sa vie Mmh. correctement, mais d'être le meilleur joueur de volley au monde vous rapportera jamais autant que d'être le meilleur footballeur du monde, parce que la popularité du sport n'est pas la même. Ouais. Bah, dans l'entrepreneuriat, ça va être pareil. Celui qui est le meilleur dans son secteur, si ce n'est pas un secteur en lui-même très porteur, il gagnera bien sa vie, Mmh. mais il ne fera pas Elon Musk. Bon, voilà. Ouais. Et c'est pas grave. Donc, ce qui compte, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Je trouve qu'on s'éloigne trop de ça. La base de l'entreprise devrait être de faire un projet qui nous botte, quoi, un projet qui nous excite. Donc, c'est un projet au départ, plus que la quête d'une réussite matérielle. Ouais. Dans les entreprises qui fait phare, on a parlé de l'âge automobile. Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres entreprises, on va en parler après, du rachat, est-ce qu'on a d'autres qu'on ne connaît pas forcément dans votre parcours et que vous vouliez parler aujourd'hui? Bah, j'en ai eu beaucoup des entreprises, puisque moi, j'en ai dirigé à peu près une dizaine. Alors, c'est pas tant que ça, mais c'est rare un Mmh. entrepreneur qui a une dizaine d'entreprises sur 30 ans de carrière, puisque j'ai commencé ma première entreprise quand j'avais 21 ans en 96. J'en ai 51 aujourd'hui, donc ça fait pile 30 ans. Et il y a eu les tournois de football, puis un site internet sur le football, il y a eu du conseil, il y a eu de la vente et du rachat et de la vente d'or par internet, il y a eu du pari sportif, il y a eu du rachat d'entreprises en difficulté avec des sociétés dans le rachat de crédit, et il y a eu de l'âge. Voilà, en gros, il y en a eu d'autres aussi, certaines qui n'ont pas marché. J'en avais fait une qui était dans le trading, c'est-à-dire l'achat-revente de produits alimentaires, qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Donc j'ai eu aussi mon lot d'échecs. Tout ça fait un parcours. Dans celles que je retiens, les deux que j'ai préférées, c'est parce que c'était lié à quelque chose que j'aimais faire à titre personnel. C'est celle de paris sportif, car j'ai été parieur professionnel pendant plusieurs années. Donc j'adorais ça. Donc j'aimais bien avoir une société dans le domaine que j'aimais. Et bien entendu, celle que j'ai aujourd'hui, parce que là, c'est vraiment ma passion, c'est l'automobile. Mmh. Donc de l'âge automobile, pour le coup d'ailleurs, n'est pas une société que je destine à revendre. J'ai revendu Ok. toutes celles que j'avais montées avant. Celle-ci, je veux la garder. Un jour, mes minoritaires sortiront, et je pense sortiront avec un très bon profit. Mais moi, je ne vendrai jamais mes parts. Pourquoi? Parce que je suis dans ma passion. Et donc, quand on est Ok. dans sa passion, on n'a pas l'impression de travailler. Ouais. Alors, on a tous les emmerdements liés à Oui. l'entrepreneuriat, ça, on n'y coupe pas. Mais je suis tellement excité par les projets de Delage, d'avoir créé cette première voiture, la D12, qui est incroyable, qui a gagné le prix de la plus belle voiture du monde, qui est une espèce d'F1 de route que j'ai conduite et qui m'a procuré des sensations incroyables. La deuxième qu'on prépare va être incroyable aussi. Donc c'est tellement excitant, jamais je veux vendre cette société pour tout l'or du monde. Mmh. S'il y avait une entreprise, aujourd'hui, on vous dit c'est pas, c'est possible, il y a une baguette magique. Vous la récupérez, vous la rachetez, peu importe, en tout cas, elle est sous votre nom. C'est quoi? Ah bah alors à ce moment-là, ce serait Ferrari, parce que Ah oui. Ah étant oui, donc on reste quand même dans l'automobile. ah oui, oui, étant fou de voiture, si on me Ouais. donnait n'importe quelle société à choisir au monde, ce serait Ferrari. Mmh. Ouais, ça, c'est le mythe automobile absolu. Et sinon, ce serait malheureusement Adidas, qu'on a Pourquoi eu. malheureusement? Bah, Ah, malheureusement, parce qu'on l'avait. ah oui, C'est-à-dire que oui. si mon père avait pas fait l'idiot à aller en politique, Mmh. ce serait une société familiale. Je serais président d'Adidas aujourd'hui. Il en avait 95%. Et quand même, Adidas, c'est merveilleux. Vous êtes le patron du sport mondial, quoi. Ouais. Donc en chiffre d'affaires, Nike est devant, mais c'est Adidas qui a l'histoire, et c'est Adidas qui est dans le football, qui est mon sport préféré. Adidas est plus puissant que Nike. Donc vous êtes le patron d'Adidas, vous êtes à la remise de la Coupe du Monde juste à côté de Messi ou de Ouais. Mbappé. Vous êtes dans tous les plus grands tournois de sport. Moi, je suis fou de sport, donc si ça n'avait pas été Ferrari, ça aurait été Adidas avec ma baguette magique. Ouais, d'accord, donc j'aime On bien. peut pas avoir les deux avec la baguette magique, et Ferrari et Alors, Adidas. moi, dans l'entretien, je peux rendre tout magique. Bon. Bon, dans la Non, mais réalité, c'est De l'âge me va très très bien. Je suis très très heureux avec De l'âge. oui, déjà, ça remplit beaucoup votre quotidien professionnel, Absolument, j'imagine. Donc, absolument. Ouais. non, c'est toujours intéressant ce côté rêve, parce que des experts en dev perso, des coachs, je dirais, qui
qu'il faut mettre tout en place pour qu'on arrive à ses rêves? Bon, vous êtes déjà bien occupé, puis vous avez réussi, encore une fois, la notion de réussite dont on disait tout à l'heure. Pour l'entrepreneuriat, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est le métier le plus difficile au monde? Je pense, alors, il faut relativiser. Je pense que le plus difficile au monde, c'est quand même les métiers où l'enjeu, c'est l'enjeu de vie ou de mort. Le Ouais, chirurgien, c'est le métier le plus difficile au monde. Parce que le chirurgien, il doit opérer quelqu'un, il doit lui sauver la vie, et vous avez toute la famille qui attend de l'autre côté de la ouais, porte. C'est beaucoup plus difficile quand vous devez sortir et vous dites, je suis désolé, j'ai pas pu le sauver, que bon, bah, je suis désolé, l'entreprise marche pas. ouais. On n'est pas dans Ouais, le ouais, même bien sûr. niveau. Donc, je dirais pas que c'est le plus difficile au monde à cause de cet exemple précis du chirurgien ou de certains métiers où on joue sa vie. Là, pour le coup, j'ai connu là récemment quelqu'un qui était dans les services secrets. Le type risque sa vie pratiquement au quotidien. Ouais. Il ne sait pas si une semaine après, il sera encore vivant. Il rentre dans des missions d'infiltration à très haut risque. Bon, ça, c'est les métiers les Mhm. plus difficiles au monde. Bon, si on fait abstraction de ces cas-là, je pense que dans les métiers de tout le monde, on va dire, Ouais, oui, l'entrepreneuriat est ce qu'il y a de plus dur au monde à cause du stress qu'il génère. ouais, C'est extrêmement difficile et il n'y a pas de vacances et il y a pas, l'esprit n'est jamais libre en fait. ouais, Bon, après, quand on arrive à un certain stade qu'on a réussi, oui, là, on peut être structuré pour avoir des collaborateurs, une ouais. société qui tourne où on peut partir en vacances l'esprit tranquille. Mais on l'est jamais vraiment totalement tranquille. Donc, oui, c'est une vie de stress et c'est une vie difficile, Mhm. mais qui apporte tellement de bons côtés que, bah, pour ceux Oui, en tout cas qui sont entrepreneurs, on accepte cet équilibre. c'est une question de justement d'équilibre, de quel Ouais. est le plus dominant et moins. C'est d'ailleurs là où quand on a un projet, une entreprise, une passion, peu importe, on se dit quelle est cette part de plus ou de moins. On se questionne. Je pense que ça a été aussi dans votre parcours cette prise de conscience, cette réflexion de est-ce que ça me passionne toujours? On parlait de l'automobile, donc forcément, bien évidemment. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une méthode tapis dans la famille pour la Oui, réussite complètement. entrepreneuriale? Oui. Absolument. Et d'ailleurs, je la partage en ce moment puisque j'ai rejoint un type que je trouve formidable, qui a 30 ans, qui s'appelle Alec Henry, qui a monté une boîte qui s'appelle entrepreneur.com et qui aide les entrepreneurs à leur donner des conseils. Et j'ai trouvé très très bien son concept, donc je l'ai rejoint pour diffuser la méthode tapis parce que il y a tellement peu de gens qui aident les entrepreneurs en France. Ouais. Soyons clairs, on n'est pas un pays qui aime les entrepreneurs, on n'est pas un pays qui aide les entrepreneurs. C'est comme ça, on peut rien y faire, la population est comme ça. Donc il faut qu'on s'aide entre nous entrepreneurs. Donc j'aime bien sa démarche. Et donc là, en ce moment, je suis en train de développer avec lui la méthode tapis et de la diffuser, car il y a effectivement une méthode tapis que j'ai pu observer chez mon père et que j'ai reproduite dans mes sociétés, plutôt avec succès. On mettra bien sûr le lien. En plus, on a déjà reçu dans Singulier Alec, donc Ouais. on l'aime beaucoup, donc on le partagera. Ça serait quoi les clés pour être un bon entrepreneur? Alors, attention, bon entrepreneur, encore une fois, comme on le disait, quand on est chirurgien, quand on est médecin, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus urgent, on va dire, dans la démarche. Mais ça serait quoi un peu ces clés-là? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la première Ouais, qualité fondamentale, la résilience. Donc ça, si on n'est pas résilient, ne faisons pas ouais, d'entreprise. La deuxième, je dirais que c'est la capacité à s'entourer et à déléguer. Très difficile parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à vouloir tout faire. Malheureusement, on se rend compte que on fait souvent tout mieux que les autres parce que on joue notre peau, on joue notre vie, ouais. alors que celui qu'on engage, bon, bah, il est salarié, il va faire ce qu'il a à faire, mais Ouais, quand il à rentre chez lui, 18 ça heures, s'arrête. ouais, c'est ça. Voilà, nous, ça s'arrête pas. Ouais, Donc, on a du mal à déléguer et pourtant, il faut le faire. Il faut faire l'effort d'accepter de déléguer et donc d'être extrêmement sélectif et pointu dans le choix des personnes qu'on recrute. mm, C'est la clé, hein. La clé de l'entreprise, c'est la qualité de l'équipe. C'est le numéro un des critères de succès, c'est la qualité de l'équipe. Bon, ensuite, il faut une bonne capacité d'analyse pour comprendre son marché, ça c'est clé. ouais. Et il faut une bonne capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de corriger le tir, de s'adapter, d'être flexible. Voilà, et toutes ces qualités-là, ça fait déjà beaucoup de qualités hein, chez Oui, une c'est seule déjà pas mal. personne. C'est déjà pas mal. Et après, pour les qualités qu'on n'a pas, il faut s'entourer des gens qui les ont. Oui. Donc ça revient aussi à bien se connaître soi-même, bien s'analyser, savoir quelles sont ses propres qualités, quels sont ses propres défauts, pour aller chercher les profils qui vous complètent. Et votre équipe au complet doit pouvoir couvrir tous les aspects clés de l'entreprise. Donc avant de se lancer, alors je dirais pas une thérapie parce que c'est très fort comme mot, mais il faudrait vraiment faire cette sorte, comme on le fait un peu Auto-analyse. exactement. Oui, Ouais, absolument. Il faut faire une ouais, auto-analyse. Et souvent, on n'a pas le recul forcément sur soi-même. Donc, c'est bien aussi de demander à son entourage, qu'est-ce que tu penses que sont mes qualités, mes défauts? ouais. Euh, voilà, c'est instructif.
Et puis ça, il faut le faire aussi dans l'entreprise. C'est quelque chose que j'ai appris chez McKinsey, que j'ai trouvé fantastique. Il y avait à la fin de chaque mission un entretien d'évaluation mutuelle et transparent. On est assis comme on est, vous et Ouais. moi, et on se dit entre quatre yeux, voilà ce que j'ai aimé lorsqu'on a bossé ensemble, voilà ce que j'ai moins aimé, voilà ce que je pense que sont tes points forts, voilà ce que je pense que sont tes points faibles. Et c'est extrêmement enrichissant de le Ouais. dire à quelqu'un et de se le faire dire à soi-même. Ça vous construit et c'est sain dans une entreprise de faire Ouais. ça. C'est malheureusement le contraire qui se passe dans la quasi-totalité des entreprises Oui. où ça n'existe pas et où s'il y a des tensions, elles vont pas sortir. Il va y avoir des petits groupes qui se créent. Il peut même y avoir vraiment euh, des clans les uns contre les autres au sein d'une même entreprise. Ça existe Mm. et ça pourrit l'entreprise, ça. Donc il faut éviter ce genre de choses et l'entretien mutuel transparent, c'est une bonne manière de le faire, Oui, quelle que soit la grandeur de l'entreprise, qu'on soit 2 ou plusieurs, bien sûr. effectivement, de dire ça, moi, ça me fait écho à une discussion que j'avais eue avec une personne de l'équipe et on s'était dit: «Mais toi, tu es peut-être plus OK à la prod», parce que c'est une personne qui est de l'ombre, on va dire, mais qui heureusement est bonne technicienne et plutôt, ma partie ou partie d'une autre collaboratrice qui est plutôt dans le regard ou en tout cas le 1er niveau et c'est vrai que d'accepter, je trouve que c'est très juste que l'autre nous dise Mm. en lâchant l'ego, parce qu'on Ah peut se dire, bah, il mais je faut peux tout lâcher faire. l'ego. Ah bah, bien sûr. D'ailleurs, bon, je pense qu'il y a autant d'ego d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes, même si les hommes Bien lâchent un sûr, peu moins. bien Mais nous, sûr. dans le secteur de la tech, par exemple, les geeks qui maîtrisent leur code ont plus difficilement. M'en parlez pas. J'aime beaucoup. M'en parlez pas. Très, très difficile. La Ouais. population des techniciens, moi, comme j'ai fait que des sites web, bah, j'ai travaillé avec des techniciens. Mm. Heureusement, mon directeur technique était un mec génial, très, très difficile de caractère. Avec moi, ça passait très, très bien, mais alors avec d'autres, ça passait pas du tout. C'est malheureusement quelqu'un qui est décédé, avec qui j'avais bossé 15 ans et qui m'a accompagné pendant toutes ces années. Mais c'est vrai que c'est une population, les Mm. techos, comme on les Ouais, les appelle, techos, ouais. qui est très, très difficile. Ouais, on les connaît bien, nous, avec l'agence web. On les aime et c'est vrai que le fait qu'on soit une équipe de femmes, des fois, on a rééquilibré ça, mais on sent bien, il y a pas de rivalité, mais c'est vrai que ça peut être compliqué parce que ça appartient, c'est le code, bon, c'est un peu tout ça, Mm. c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, Quand vous voyez, tous ces petits trucs dont on parle, ouais, j'adore ça parce qu'il y a ce côté humain dans l'entreprise que j'adore. ah oui, C'est un petit centre d'observation de la nature humaine et moi, j'adore ça. ouais, Avec les bons et les mauvais côtés, hein, parce que la oui, nature humaine, il y a quand même beaucoup de mauvais côtés. Et ça m'a presque toujours amusé d'observer les choses comme ça, parfois de façon douloureuse. Un jour, j'ai recruté une femme qui était très très belle. Et ça m'a foutu un bordel, vous pouvez pas savoir. Mais ça a été une catastrophe. J'ai dû m'en séparer dans la période d'essai OK. et je n'ai pas pu lui dire que la raison pour laquelle je m'en séparais, c'est parce qu'elle était trop belle. En plus, elle n'en jouait pas, elle est naturellement Non, très elle était belle. naturelle, elle en jouait pas, mais elle a foutu un bordel parce qu'on était un petit open space d'une quinzaine de personnes. Moi, j'ai Ouais, toujours aimé travailler comme ça dans un groupe restreint. Et les mecs ne bossaient plus parce qu'ils étaient à la longueur de journée à la regarder, fascinés et à essayer de la draguer. Et les femmes et tu étaient jalouse? d'une humeur massacrante parce que du jour au lendemain, elles n'existaient plus. Et donc, elle m'a foutu une ambiance mais déplorable en 15 jours. Un détail comme ça peut Ouais, vous saloper l'ambiance de votre boîte. Donc, c'est quand même triste. Elle n'a rien fait. bah Elle, oui, elle était juste qu'elle était très jolie. ouais. Ensuite, ma femme est passée au bureau. Elle m'a elle aussi demandé d'écourter la période d'essai. Parce que Oui, ça là aussi, ça joue aussi. Donc voilà, il y a il y a des petites anecdotes comme ça qui sont croustillantes dans cette aventure humaine qui est l'entreprise, oui, hein. l'aventure. Non, j'aime bien, j'allais, demander une anecdote, donc c'est plutôt bien. C'est vrai qu'on est presque un peu, pas psy, mais quand on est chef Ah mais si, d'entreprise, mais bien sûr, je suis ravie, je suis mais là. on est quasiment psy parce que si on veut obtenir le meilleur de ses collaborateurs, et c'est la mission première du chef d'entreprise, c'est d'obtenir le meilleur de ses collaborateurs. C'est pas d'être focalisé Mmh, sur ses tâches à lui. Il faut être psychologue parce que chacun répond à des stimuli différents. Il y a des types qui, j'en avais un dans ma boîte de rachat de crédit qui était un battant, qui voulait être meilleur que les autres, qui était un super commercial, un super vendeur, qui voulait du matin au soir aller sur le terrain, vendre. Bon, bah lui, il fallait le motiver sur le thème, on lui met un objectif plus haut tous les mois, et avec un défi, avec une prime, est-ce que tu vas l'atteindre? Et il se défonçait et il ouais, l'atteignait. C'était son motif, c'était un compétiteur.
Bon, et j'avais un autre profil qui était complètement différent, qui gérait lui aussi une agence de rachat de crédit, mais lui beaucoup plus fin, beaucoup plus psychologue, qui n'était pas du tout, qui n'était pas un énorme bosseur, mais qui était très fin, de très bonne compréhension des gens. Donc, il allait très bien pour. Je l'ai envoyé dans plusieurs agences pour voir quelle était l'ambiance, qui étaient les personnes qui bossaient bien, ceux qui bossaient moins bien. Il avait une finesse de Ouais. compréhension et lui, il adorait rendre service. C'était plus sur ce thème-là. C'était sur le thème, là, tu vas me rendre un service, je voudrais que tu ailles à Rennes et que tu ailles me dire un peu Ouais. ton ressenti. Il n'y a pas des super chiffres. Bon, voilà. Donc, si on n'a pas compris que chacun a un profil différent et qu'on adresse chacun de la même manière, on ne va pas avoir des bons résultats. Il Il faut faudrait, trouver la clé chez chacun. oui, et prendre peut-être une personne de chaque qualité, référence. Exactement. Ça, c'est un peu la clé. Absolument, avoir une équipe Mm. complémentaire, avec des personnalités complémentaires. Mm. Quand vous rachetez ou récupérez des entreprises, c'est quoi que vous regardez en premier? L'équipe. On reste Non, en là-dedans. tout premier, c'est le secteur. Parce que je ne Ouais. vais pas m'intéresser à reprendre une entreprise si je pense que son secteur est condamné. Mm. C'est parce que c'est quand même extrêmement difficile de prospérer dans un secteur qui, lui, ne prospère pas. Donc il faut identifier des secteurs qui sont intrinsèquement des bons secteurs. Pour ça que je suis allé dans l'or. J'ai fait le leader Ouais. français du rachat, de la vente et de l'achat d'or, parce que je savais que c'était un très bon secteur. Les faits l'ont prouvé depuis. L'or n'a pas cessé de voir sa valeur monter, et donc de plus en plus de gens achètent de l'or. Le rachat de crédit, parce que le rachat de crédit, ça concerne des gens qui sont mal endettés. Ouais. On est dans un pays qui va mal, donc les gens mal endettés, il y en a de plus en plus. C'est triste, mais en tant que marché, c'est un bon marché. Ouais. Je suis allé dans les paris sportifs parce que je savais que ça allait s'ouvrir en France. Ça n'existait pas, donc c'était d'un marché qui valait zéro à un marché qui vaut plusieurs milliards aujourd'hui. Donc je vais dans les secteurs qui me semblent porteurs. Ça, c'est le point numéro un. Ouais. Après, au sein d'un secteur qui me semble porteur, s'il y a une entreprise à reprendre, je regarde d'abord si elle est en difficulté, parce que évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de Mm. racheter une entreprise en difficulté. C'était la spécialité de mon père. Et ensuite, je vais regarder l'équipe. Et je vais regarder l'équipe, et si l'équipe est bonne, je ne la prends pas. Parce que si l'équipe est bonne, il n'y a pas de valeur ajoutée. Ok. Il y a de la valeur Ok. ajoutée si les gens sont mauvais. Parce que vous vous dites, bon, bah, ils arrivent à faire ces chiffres-là avec que des bras cassés. Si on est bon, on va faire beaucoup mieux. Mais si les Ok. mecs sont déjà super bons et qu'ils ne s'en sortent pas, bah, quelle est la valeur ajoutée à amener? Donc voilà, je regarde le secteur et la Ouais. qualité de l'équipe. Et moins bonne l'équipe est, mieux c'est. On a eu Jean-Michel Caram dans le podcast et en tant qu'investisseur assez connu aujourd'hui, il nous disait qu'il n'y avait pas forcément des secteurs, que tous les secteurs étaient intéressants pour Oui, investir, mais il y avait une question de timing précis. complètement. Le timing, Ouais. bah, dans la méthode tapis, c'est la première lettre. La méthode tapis, hein, je l'ai développée autour des 5 lettres du Ok. nom tapis, T-A-P-I-E. Et la première lettre, c'est timing. T comme timing. Le timing est clé. Il n'est pas clé que dans l'entreprise, il est clé dans la vie même, Mm. hein. À quel moment vous allez vous marier, à quel moment vous allez faire des enfants. Bien sûr. Le timing, c'est clé. Donc, dans l'entreprise, c'est vrai, il faut analyser le timing. Euh, Par exemple, le directeur technique de Delage aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait développé une voiture électrique française qui était beaucoup plus avancée que Tesla, mais trop tôt. Ils avaient un produit fabuleux, mais le marché n'était pas là. Ils ont fait faillite. Et Tesla est venu quelques années après avec un produit moins bien, mais au moment où il fallait. Donc le timing dans Ouais. l'entrepreneuriat, c'est clé, et de comprendre son marché et son évolution. Et donc le timing de son marché, c'est hyper Ouais. important. Donc, il a raison. Ben, on est d'accord. C'est à l'exemple des podcasts. Moi, j'ai découvert les podcasts en 2007-2008. On ne vivait pas du podcast, clairement. En Bien tout cas, sûr. c'était pas un outil de communication. Mhm. Maintenant, ça a explosé. Des gros médias, maintenant, on le voit bien, explosent. Donc, c'est une question de, c'est pas l'idée de génie. Après, est-ce qu'on tient cette idée-là, on la fait durer dans le temps et on se dit, bon, on la ressort à un moment donné. Encore faut-il qu'on soit toujours passionné et que on n'ait pas trop de cheveux blancs parce qu'il y a aussi une question de, Mhm. de maturité et d'âge. Mhm. Oui, je trouve que c'est intéressant Bah, ça, ce que vous venez de dire, c'est- c'est ce que j'ai fait dans le Paris sportif. Parce que moi, j'ai Mm. découvert le Paris sportif à titre personnel avec un copain. On était en cours de finance à Subdeco Paris, dans un cours qui s'appelait Pricing d'options et produits dérivés, qui était vraiment un cours de maths en réalité. Et c'est une école de commerce, donc c'est pas tous des matheux. Ouais. Moi, j'étais très très bon en maths. Mon copain était très très bon en maths. On s'est retrouvés être les deux seuls qui comprenaient le cours. Donc, on s'est rencontrés comme ça. Et après, on s'est mis ensemble à faire du pari sportif. Et lui avait des très bonnes compréhensions du tennis, et moi j'avais une très bonne compréhension du foot. Pendant 10 ans, on a fait du pari sportif comme des professionnels. La majorité de mes revenus, y compris quand j'étais chez McKinsey, venaient de mes paris sportifs plus que de mes salaires de McKinsey. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire une entreprise dans le pari sportif. Mais j'ai commencé à créer une boîte en 2000. Le pari sportif était interdit en France. Il fallait que je tienne jusqu'à ce que le pari sportif s'ouvre en France.
Et j'ai pas tenu parce que la bulle Internet a explosé et la pub s'est effondrée. Donc j'ai pu revendre la société quand même à un groupe de presse. Et ben, le temps que le timing soit bon, que l'appétence des investisseurs revienne pour Internet et que le marché du pari sportif s'ouvre en France, j'ai patienté. Mmh. J'ai fait du conseil pour des entreprises pendant 2 ans. Puis j'ai créé mon bookmaker à Malte en disant à mes investisseurs, dans les 5 ans, la France va ouvrir son marché, on vaudra de l'or ce jour-là. Il faut être patient et il faut en attendant qu'on aille gagner des clients, qu'on fasse évoluer notre logiciel, qu'on crée notre équipe, etc., etc. Ce qu'on a fait. Et voilà, on a créé la société en 2014 et en 2019, je l'ai revendue. Je suis devenu millionnaire à ce moment-là. Pardon, j'ai tout décalé de 10 ans. En 2004, je l'ai créé, je l'ai revendu en 2009. Et il a fallu attendre, il a fallu que le timing soit bon. Donc, ce que j'aime bien, c'est que vous parlez plutôt de longévité, de patience, de cette envie de dire, OK, j'y crois, mais c'est peut-être pas le bon moment, parce qu'il y en a plein qui vont écouter, hein. Il y a des jeunes entrepreneurs comme des entrepreneurs un peu plus aguerris, Mm. parce que voilà, notre audience est assez large et me suit effectivement là-dedans. Euh, Votre parcours professionnel, on peut dire qu'il n'a pas été tout rose. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on entend, alors que ce soit vous sur votre nom tapis, mais sur d'autres personnes, souvent, quand j'ai pu les rencontrer, les personnes leur disent: «Ouais, mais toi, c'est facile. Ton père, ta mère, ta famille, il y avait le nom, c'est easy, quoi». Que ce soit des chanteurs, des acteurs, des entrepreneurs. Mm. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui là-dessus? Alors, je pense qu'on ne peut pas du tout comparer les chanteurs, les acteurs et les entrepreneurs. Dans les milieux artistiques, c'est vrai, il faut Hmm, bien le reconnaître. Il y c'est a plus facile. c'est beaucoup plus facile. Ouais. Les enfants, enfin, ils sont innombrables. Les enfants de stars qui sont devenus acteurs eux-mêmes. Hmm, Bon, bah voilà, c'est vrai que si le père peut imposer ou par ses connexions faire que son enfant tourne. Après, je pense que le talent fait quand même toujours l'écart. C'est-à-dire qu'il y a eu des exemples comme ça d'acteurs fils de personnalités connues ouais. qui ont fait un ou deux films et puis ils dégageaient rien à Oui, l'écran, ça n'a ça pas s'est marché. éteint. À la fin, Ouais. quand même, ceux qui deviennent des stars, c'est qu'ils ont vraiment quelque chose. On ne devient pas du jardin comme ça ou Lucchini comme ça. Bon, voilà, il y a un vrai talent. Donc, à la fin, le talent fait quand même l'écart. Mais dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Parce que l'entrepreneuriat, il n'en a rien à foutre des pistons, l'entrepreneuriat. Hmm, À la fin de l'entrepreneuriat, vous avez un produit ou un service qui plaît ou pas. Et on n'en a rien à foutre de savoir qui est votre père. Alors, si on vous donne de l'argent au départ, ça change. ouais, Ça, oui. ouais. Celui qui entreprend, parce qu'au départ, on lui donne tout de suite l'argent, il a un énorme avantage par rapport aux autres. Mais même dans ce cas-là, si ce qu'il crée n'apporte pas de valeur ajoutée, même avec tout l'argent du monde, ça se plantera. Donc le piston, ça ne fonctionne pas dans l'entrepreneuriat. J'y Hmm, crois pas. Et c'est des mauvaises excuses. Et la preuve, c'est qu'il y a des entrepreneurs pleins qui sont partis de rien, ouais. sans connaître personne, et qui ont réussi à la force du poignet, parce qu'ils étaient tenaces, parce qu'ils étaient intelligents. Et c'est ça les qualités qui priment. Donc c'est vraiment un domaine où le piston ne marche pas beaucoup, je pense. C'est intéressant parce que plein pensent justement l'inverse. Ils ne le pensent pas, ils le disent parce que c'est plus facile. Vous savez, Ouais. ceux qui réussissent pas trouvent toujours les excuses pour expliquer pourquoi ils réussissent pas. Hmm, Mais ce sont des excuses. Voilà, c'est parce que prends les couilles d'aller entreprendre ouais. et le courage de bosser 70 heures par semaine en sacrifiant tes week-ends, en sacrifiant tes vacances et on en reparlera. Ouais. La réalité, c'est celle-là. Et ceux qui réussissent pas dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils y vont pas à fond, parce qu'ils y croient pas? C'est quoi selon vous? Tout Bah, niveau, hein. bah, je pense que la majorité des échecs, c'est parce qu'ils ont, Mal fait le ils ont, produit ils ont eu des et lacunes, et donc c'est un manque ou d'intelligence ou d'expérience. ouais. Voilà. Euh, C'est quand même un truc. Là, je contrebalance. C'est vrai qu'il ne faut pas se lancer non plus trop tôt, trop vite dans l'entrepreneuriat parce que il faut de l'expérience pour être un entrepreneur à Mm. succès. Et l'expérience, comme disent les Chinois, est une bougie qui n'éclaire que celui qui la détient. Donc, c'est pas mal de faire ses classes dans des entreprises, de connaître le fonctionnement d'une entreprise par l'intérieur, en salarié, quelques années. D'abord, quand on est bon, même en tant que salarié, on peut progresser assez vite, hein. Et après, de dire, bon, je pense maintenant que j'ai à peu près compris, j'ai une bonne idée, parce qu'il faut l'idée, j'y vais. Je pense que c'est Mm. pas mal. Bon, il y a plein d'exemples de types qui ont entrepris dès l'âge de 16 ans, 18 ans, 20 ans et qui ont cartonné. Mais c'est cela qu'on montre. On montre toujours le survivant. Ouais. Combien il y en a qui ont tenté ça et qui se sont plantés? Là, je pense que les statistiques, elles sont même pas de 4 sur 5, elles doivent être de 9 sur 10, voire 19 sur 20, quand c'est des entrepreneurs qui ont 18 ou 20 ans. Ouais. Mais ça leur apprend quand même des choses. On retient toujours d'un échec une leçon. En tout cas, quelqu'un qui est Oui. intelligent doit retenir une leçon. Les plus jeunes générations commencent plus tôt, en tout cas, elles ont la Ouais, prise de conscience plus tôt. Je trouve que ouais, c'est ça, c'est intéressant. super.
Ouais, Mm. par rapport à nos années 70-80, eux des années 2000, c'est ça, Mais enfin ils comprennent qu'ils 90. n'ont pas le choix. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui entreprennent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas de perspective réelle. Mmh. Il y a quand même une inégalité sociale très forte en France, y compris sur l'éducation. Ouais. Je veux dire que moi, je connais des entrepreneurs qui viennent de banlieue. Ils n'avaient en gros pas le choix parce qu'ils étaient sur des voies de garage, personne ne leur propose des boulots intéressants. Ils se disent, ben, je vais être entrepreneur. Et j'en connais un qui est très fort dans le SEO. Il est parti du fin fond de la Seine-Saint-Denis. Il a monté une boîte qui a fait de très belles perfs dans le SEO Ouais. à la force du poignet. Il s'est foutu la tête dans le code, dans la compréhension du SEO au début des années 2000, quand personne s'y intéressait, Ouais. parce qu'il voulait absolument s'en sortir et qu'il a compris que ces nouvelles technologies étaient un domaine vierge où tout était possible. Ouais. On a cette chance que notre époque rebat les cartes beaucoup plus vite que dans les anciennes générations. Je veux Ouais. dire que celui qui voulait faire son trou dans les années 70 ou 80, c'était quand même encore de l'industrie, du service. C'était des phases longues, très difficiles de faire fortune très vite dans ces Mmh. années-là. Mais aujourd'hui, entre les cryptos, l'intelligence artificielle, Internet, les logiciels, tous ces domaines-là, quelqu'un qui a une bonne idée et qui est sur le bon créneau peut monter des fortunes très rapides. Ouais. Donc c'est beaucoup plus intéressant de devenir entrepreneur aujourd'hui, je pense. Et la vision de l'entrepreneuriat dans quelques années, ça va aller encore, plus haut, avec l'intelligence artificielle. Vous qui êtes un peu dans l'informatique, un peu geek Mhm. quand même Ouais, un ouais. peu. Vous le voyez comment? C'est intéressant parce qu'on a un public qui va Bah, je être pense que friand. ça va absolument tout changer, mais ça va tout changer, y compris dans l'entrepreneuriat, parce que il y aura beaucoup, beaucoup moins de salariés. Il faut être conscient du Ouais, fait que la machine va être capable de faire 80% de ce que font la ouais, plupart de vos collaborateurs. Bon, ce qu'elle remplacera, j'allais dire jamais, mais non, pas jamais, pas tout de suite, c'est le contact humain. ouais. Mais L'émotion, le ressenti, malheureusement, c'est même en pas train? ça, parce Ouais, que aujourd'hui, quand vous faites le test de Turing, qui consiste à savoir si, en faisant un chat à distance, l'être humain pense qu'il a en face de lui un être humain ou une machine, les machines le passent, y compris avec tous les aspects qui peuvent être humains. ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les logiciels sont tellement bien écrits que la machine va écrire: Ah, je te remercie de me poser la question. Enfin, elle va arriver à déceler votre personnalité et adapter ses réponses comme un être humain. C'est incroyable. Donc, dès lors que ce n'est pas du contact physique, ouais. les machines vont remplacer les êtres humains dans les interactions de service client. C'est déjà le cas d'ailleurs Oui, dans pas mal de sites. Mais à terme, ça sera même les humains. Je veux dire que vous aurez une hôtesse ouais. faite qui ressemblera à une femme, mais qui sera peut-être un robot. Et ça va venir, je pense, assez vite en fait. Quand je dis assez vite, c'est, j'imagine, 10-20 ans. 10-20 ans, ouais. Dans 10-20 ans, hôtesse d'accueil, c'est fini. Ouais. Euh, C'est quoi les métiers qui vont disparaître selon vous? Bah, le plus Euh, vite, c'est les métiers à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire les métiers où il n'y a pas, il y a pas, enfin, où les gens sont interchangeables facilement. ouais, OK. Bon, bah, typiquement, ce que je viens de dire, hôtesse d'accueil, Ouais, je suis désolé, une hôtesse d'accueil A peut être remplacée par une hôtesse d'accueil B, il n'y aura pas une énorme différence. Bah, ça, une machine pourra le faire très rapidement. Et les métiers, et c'est complètement à l'opposé, hein, les métiers qui nécessitent une connaissance intellectuelle précise et pointue, mais que la machine aura. Avocat. Les avocats, ils sont très très mal barrés, ah, j'aurais pas dit. mais très très mal barrés. Mais moi, j'ai eu là un cas, je vais vous raconter un cas qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. J'étais à Miami et j'ai loué une voiture de sport pour ma femme, pour lui faire plaisir. Et le loueur nous a demandé de la ramener parce qu'ils avaient un problème mécanique ou quoi que ce soit. Ils ne voulaient plus qu'on roule avec, très bien. Et ils ne nous ont pas remboursé. OK. Alors qu'ils devaient rembourser Bah des oui. jours où on n'a pas utilisé la voiture. On a interrogé ChatGPT. Mais vous n'avez pas idée, il m'a fait une étude juridique avec tous les articles, ce qu'il fallait dire, la façon dont il fallait rédiger l'email. Mais incroyable, mais mieux que 90% des avocats que j'aurais consultés. Et pour zéro. Euh, donc quand on voit ça, je me dis, mais merde, moi, si le prochain conflit que j'ai sur une entreprise, je Ouais, me fais plus chier à demander son avis à un avocat, je demande à ChatGPT, quoi. ouais. Et il y a plein de métiers comme ça où la machine est maintenant plus performante que l'homme. Les métiers qui vont rester longtemps, c'est les métiers où il y a les deux, c'est-à-dire
une nécessité physique de la personne et une expertise physique aussi. Donc, par exemple, Le plombier, plombier, voilà, on a pensé la même on l'a chose. pensé en même temps. Alors, avant de remplacer un plombier par la Ouais. machine, il va se passer du temps. Parce que là, il faut une machine qui connaisse tout ça et qui soit physique. Donc, il va Mm. falloir un robot plombier. Ouais. Bon, le robot plombier, c'est pas avant, je pense, ouais, 15-20 ans. Ouais. On sera à la retraite. D'ailleurs, ouais, moi, je le serai Ouais. depuis longtemps. Je serai peut-être même plus là, on ne sait jamais. J'espère que si. Mais oui, 20 ans, ça va vite quand même, hein. Oui. Donc, attention. Donc, vous dire comment je vois l'entrepreneuriat dans ces horizons-là, très honnêtement, j'en ai aucune idée. Ouais. Mais ça va être extrêmement différent. Et je pense qu'à terme, on se dirige vers des sociétés de revenus universels. Parce que les sociétés vont être confrontées au fait que qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui n'ont plus de métier? Et le seul moyen Ouais. de s'en sortir, ça sera de donner un revenu universel. De dire, bah, chacun touche tant. Et si tous les États se mettent d'accord pour émettre de la monnaie dans les mêmes proportions, ça va. Ce qu'il faut, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre global Ouais. dans les quantités de monnaie émises et dans les quantités d'argent public distribué. Et ça finira comme ça, je pense. Avec un crédit social. Moi, je rêve pas du tout de cette société, hein, Ouais. mais on Mais y on y va. va. Donc, il y aura un revenu universel. La contrepartie, c'est tu fais ce qu'on te dit. Voilà. Donc, tu fais plus ce qu'on te dit, on te le prend. Donc, ça va être la tenue totale des populations par les gouvernements. Mais c'est ce qui va arriver. Donc, il y aura un revenu universel et le travail sera optionnel, l'entrepreneuriat sera optionnel, permettra de gagner plus. Ok. Voilà. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour gagner correctement votre vie. Globalement, on vivra quand même mieux parce que la technologie a fait qu'on a toujours vécu mieux. On est avec moins de maladies, Ouais. avec plus de nourriture à disposition, on est passé d'une chaîne télé à 200 chaînes Ouais. télé, avec toutes les séries qu'on veut. Donc on va aller dans une société plus de loisirs et de temps libre. Et ceux qui auront envie d'entreprendre pourront le faire en option, je pense. Justement, dans la projection de la politique, on est dans une fin de mandat de président Macron, sans avoir des avis politiques, parce que ce n'est pas le but. Vous le voyez comment, justement, l'avenir politique de notre pays, Très la mal. France? Très mal. Non mais moi je suis honnête avec vous, moi je dis toujours la vérité. Moi je vois très mal l'avenir de la France. Voilà. Je vois Donc, il ne très faudrait mal. pas rester en France? Non. Ok. Voilà. Ah bah, si j'ai un conseil à donner à un entrepreneur jeune, je lui donne, je suis désolé, je lui donne le conseil de quitter la France. D'où certains qui partent à Mais ils ont Dubaï, à raison. l'étranger, en Italie, en Espagne. Mais ils ont raison. Non, mais le pays où il faut aller, c'est les mêmes, hein. C'est toute l'Europe hein, qui est mal, hein. Là, pour le coup, c'est pas Ok. juste la France. Je pense que toute l'Europe va être dans une très très grande difficulté. Avec des pays qui vont mieux s'en sortir que d'autres. L'Italie démontre en ce Oui. moment que quand on a des mesures politiques intelligentes, on s'en sort mieux que les autres. Mais globalement, l'Europe va aller de plus en plus mal. Le pays vers lequel aller, c'est les États-Unis. Si on est entrepreneur, mais il n'y a même pas à réfléchir. C'est le pays qui est fait pour ça. C'est le pays qui aime les entrepreneurs, qui fait tout pour les entrepreneurs. Ou quand vous passez avec votre Ferrari, on vous lève les pouces, on vous dit congrats, et on vous demande comment vous avez fait. Alors qu'ici, on va Ouais. vous tordre Ouais. l'essuie-glace et on va vous mettre un coup de Exactement. clé. Voilà. Exactement. Bon, bah, quand on dit ça, on a tout dit. Donc si vous êtes entrepreneur, allez dans le pays où on aime les entrepreneurs, allez pas dans celui où on leur crache à la figure. Hmm. Ah oui. Même si le gouvernement Trump est critiqué pour plein d'aspects. Oui, mais qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat, hein. Exactement, on est Voilà, d'accord. voilà. On Sur parle. l'entrepreneuriat, ils sont là-dessus, les Américains, il fait des décennies qu'il y a un bipartisme, et il y a les démocrates et les républicains, mais dans tous les cas, ils aident les entrepreneurs. C'est-à-dire que Ouais. les conflits politiques portent sur d'autres sujets que l'entrepreneuriat. Ouais. Sur l'entrepreneuriat, ils sont tous d'accord pour dire faut qu'on aide les entrepreneurs. Et ceux qui sont salariés, c'est pareil, Aux même constat que la États-Unis, France? Enfin, les euh, États-Unis, vous voulez dire est-ce qu'ils devraient quitter la France, les oui, salariés? Bah, ils vont connaître des difficultés aussi, parce que les pareil. difficultés vont toucher tout le pays. Donc, je pense qu'on va avoir un nombre de faillites dans les prochains mois même, je ne parle même pas des prochaines années, qui va être catastrophique. Et donc, il va falloir reprendre des entreprises. C'est un sujet qui m'intéresse d'ailleurs, à titre personnel. Je vais regarder, puisque j'ai Ouais. réussi, moi, ma plus belle réussite financière, c'était sur des reprises d'entreprises. J'ai compris pourquoi mon père était devenu dans le top 10 des fortunes françaises en 7 ans, euh, que par de la reprise d'entreprise, parce que c'est vrai que la reprise, vous pouvez créer de la valeur beaucoup plus vite. Parce que créer de zéro une entreprise, avant, hein, quand elle a 0 € de capital, elle a 0 salarié. Pour passer de ça à une Hmm. entreprise qui vaut 1 milliard, il faut une vie en général. Ouais. C'est des décennies. Mais prendre une boîte qui est déjà grosse, qui fait déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà du monde, mais simplement qui est mal gérée, et la retourner, faire qu'elle devienne bien gérée, la création de valeur est beaucoup plus rapide. Donc c'est ce que j'ai fait moi sur BC Finance. Ce n'était pas une société à l'échelle des Look, Wonder,
des sociétés que rachetait mon père, où il y avait plusieurs milliers de personnes. Moi, c'était en centaines de personnes. Mais même en centaines de personnes, de l'avoir retourné, j'ai gagné plus d'argent avec ça que dans toutes les startups que j'ai pourtant revendues auparavant. Donc je pense qu'il y aura des vraies opportunités sur la reprise d'entreprise. C'est aussi un pari, hein, les rachats. Ah Alors, oui. vous avez le recul, mais Mm. c'est Là, quand même risqué. c'est ce qui nécessite le plus d'expérience aussi. Ouais. Voilà, c'est parce que c'est vraiment difficile. Mais ça peut fonctionner et il va falloir qu'on ait des très bons repreneurs d'entreprises dans les prochaines années parce qu'il va y avoir des faillites dans tous les sens, hein, Ouais. je pense, malheureusement. Tout secteur. Oui, tout secteur. Ouais. C'est quoi que vous avez appris à travers l'entrepreneuriat que vous pensiez pas du tout, vous avez été surpris? C'est l'aspect psychologique, c'est l'aspect stress, comme dont on parlait. C'est quoi qui vous a surpris sur l'entrepreneuriat? Ou au contraire, pas surpris, c'est-à-dire vous pensiez que c'était comme ça et finalement c'était comme ça. C'est une super leçon de modestie, l'entrepreneuriat, parce que j'ai connu l'échec aussi et que ça va vous sembler prétentieux ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, j'avais pas beaucoup connu l'échec. C'est-à-dire qu'à l'école, je marchais très bien, sans beaucoup bosser. Chez McKinsey, je marchais bien. La première entreprise que j'ai faite, la toute première, elle a tout de suite très bien marché. Donc je me suis dit, c'est facile, tout est facile. Ouais. Et j'ai cru trop vite que je savais tout faire et j'étais très intelligent. Et l'entrepreneuriat, ça vous apprend la modestie. Parce que vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile que vous pensez, que les concurrents, ils sont pas cons non plus. Enfin, voilà, les choses changent à une vitesse folle, vous anticipez jamais tout. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est passionnant. Mmh. Tout à l'heure, on a parlé de l'âge automobile, donc de le garder, hein, ça peut votre bébé passion. Ouais. Est-ce qu'il y a J'ouvre d'autres... le capital, pour information, Ouais, au public pour la première fois. Parce ok. que maintenant, on est une société qui est à l'équilibre opérationnel. On a fait toutes les étapes qui sont les plus dures. Ça fait 7 ans que j'ai commencé le projet. Aujourd'hui, on est un constructeur. On a livré les premières voitures des clients. On commence à travailler sur le deuxième modèle, qui va être un concurrent de la Bugatti Tourbillon, avec le but de battre le record du monde de vitesse sur route, ce qui va vraiment faire exploser la notoriété de la marque. Mm. Et on a signé avec Michelin un accord exclusif. Donc, on va le faire. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour faire entrer du grand public sur des tickets à partir de 1 000 euros. Ok. J'avais fait ça en pensant lever 2 millions. J'en suis à plus de 4. Et toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent. En plus, on recrute des profils vachement intéressants. Parce que je l'ai fait aussi parce que j'avais dans mon capital que des milliardaires, ce qui est super pour la crédibilité de la marque. Ils Oui. suivent les tours de table. C'est très, très bien dans les milliardaires au capital. Mais honnêtement, ils s'en foutent. Et je ne peux pas leur en vouloir. Xavier Niel, il a mis de l'argent chez moi. Un jour, je lui ai dit, il faut que je te voie pour t'expliquer mes projets. Il m'a dit, Laurent, sois gentil. Je suis dans 1000 sociétés. Si je vois chaque CEO 1 heure, c'est 1000 heures, j'ai plus le temps de m'occuper de fruits. Ouais. Et je ne peux pas lui en vouloir. Oui. Donc je suis hyper content que ce soit mon capital, mais ce n'est pas sur lui que je peux compter pour être force de proposition, pour parler de la marque et tout. Donc là, ce petit tour de table me permet d'avoir des profils d'entrepreneurs, Ouais. souvent passionnés par l'automobile, et qui apportent des idées. J'ai par exemple l'ancien directeur général de Valeo qui vient de partir à la retraite, qui a mis un ticket de 100 000 et qui nous a dit, moi, le jour où vous devenez un constructeur qui fait plus non pas 3-4 voitures par an, mais 30 ou 50 voitures par an, c'est une montée en charge industrielle. C'est mon métier, donc je pourrais vous aider là-dedans. Ou un autre qui était un entrepreneur qui a fait fortune dans l'immobilier à Dubaï, qui m'a dit, il a vu qu'on a signé un village en Chine sous la marque Delage, une villa à 80 millions de dollars à Miami sous la marque Delage. Donc on est dans des projets immobiliers. Ouais. Il me dit, pourquoi vous ne faites pas un projet immobilier à Dubaï? Moi, je sais avec qui vous devriez le faire, dans quelle zone vous devriez le faire. Donc je fais venir des profils que je n'avais pas et qui vont enrichir encore de l'âge et qui en plus vont fédérer comme ça des énergies positives, des gens qui vont en parler. Après, je ferai une levée plus gros ticket, on va dire. Mais cette levée petit ticket, elle est encore ouverte pour 1 mois. Donc si dans les gens qui nous regardent, il y a des gens que ça intéresse, ils me contactent sur LinkedIn. Et je réponds à tout le monde sur LinkedIn. Ouais. Et si ça les intéresse de mettre un ticket, ça commence à 1 000 euros, ça va jusqu'à 500 000 euros. On mettra les informations en description. Ouais. D'autres projets pour l'avenir? Alors, non, parce que de là, je prends vraiment tout mon temps et toute mon énergie et j'adore ce que je fais. Peut-être quand même passer un peu de temps avec entrepreneur.com, Ouais. sur la transmission, sur ce côté, la méthode tapis, en Ouais. quoi ça consiste. Aider des entrepreneurs à comprendre cette méthode et à l'appliquer. Voilà. Et aussi plus proche peut-être des plus jeunes générations Oui, tout à fait. qui, eux, ont envie vraiment, quand je dis réussir, c'est entre gros guillemets, mais d'aller changer de vie par rapport à des Absolument. générations précédentes. Ouais. Ouais, donc je leur dis, si vous restez en France, eh bien, apprenez les méthodes de l'entrepreneuriat et on a besoin de vous. On a vraiment besoin des entrepreneurs. Aujourd'hui, vous vivez en France ou à Je l'étranger? partage entre la France et Miami, Ok. mais je vis majoritairement en France. Je pense qu'en cours d'année, je vais basculer sur passer davantage aux Ouais. États-Unis. Un regret dans votre parcours entrepreneurial ou pas?
Non, les vrais entrepreneurs peuvent jamais avoir de regrets parce que soit on réussit, soit on apprend. Donc dans tous les cas de figure, c'est Pas positif. d'échec. Il y a pas d'échec, il y a que de l'apprentissage. Je dis ça, bon, j'aurais bien aimé ne pas me faire arnaquer parce que mon plus gros échec, ça a été de me faire arnaquer sur une affaire où j'ai perdu des millions, hein. J'ai perdu Mmh. un appartement magnifique que j'avais à Paris. Quand vous devez expliquer à votre femme que vous l'avez engagé, que vous le Ouais. perdez, c'est pas une discussion agréable. Bon, après, je me suis largement refait Mmh. et dans le parcours, au final, c'est presque anecdotique, mais je regrette d'avoir été stupide au point de croire ce qu'on me disait. C'est-à-dire que j'avais cette tendance à faire confiance. J'ai perdu cette tendance à faire confiance un peu aveuglément avec cette leçon-là. Maintenant, je fais confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc maintenant, je contrôle Mmh. bien avant de prendre des décisions fondées sur ce qu'on me raconte. Ouais. Donc un Voilà, regret, mais expérience. Mais exactement. après, en même temps, qui n'a pas eu, je dirais d'échec, mais qui Oui, n'a pas raté, qui n'est pas tombé à terre pour une entreprise, pour la fatigue, peu importe, pour ah, bien sûr, rebondir derrière. bien sûr. Mais bon, Bon, il y en a qui arrivent, hein, ouais. qui ont l'intelligence et le coup de chance. Mark Zuckerberg, sa première Oui, boîte, c'est Facebook. Bon, et lui, il n'aura pas connu l'échec. Il a fait Facebook, il est c'est vrai. directement monté à 100 milliards de valorisation en 5 ou 10 ans. Il ne connaîtra jamais l'échec. Mais c'est presque un peu triste, parce que c'est un parcours d'entrepreneur magnifique du point de vue du succès, mais qui n'aura pas eu le vrai côté je dois m'accrocher, je dois connaître les hauts, les bas, rebondir, repartir. C'est ça que je trouve le plus admirable. Mm. Si vous aviez aujourd'hui votre père en face, vous penserez qu'il vous dirait quoi? Que je suis fier de toi, au contraire, t'as vu ce que tu as fait, au contraire, tu as suivi mon chemin et il fallait pas suivre mon chemin. Ah non, non, il était très content que je suive son Ouais. chemin. Il m'a jamais demandé de le faire, il m'a jamais poussé à le faire, parce que il était jamais dans ces parents qui mettent la pression à leurs enfants, qui en demandent, euh, même d'ailleurs pas assez. Il a même été T'es trop cool. gentil. Ouais. Euh, Parce que ça fait que bah, vous n'avez pas forcément tous vos enfants qui derrière ont envie de se Mm. défoncer, d'être trop cool. Donc c'est quand même pas mal moi, j'essaye d'inculquer à mes enfants la recherche de l'excellence, le fait qu'il faille bosser, etc. Plus que le faisait mon père avec moi. Mais il était très content de voir que j'étais entrepreneur, il était fier, mais il ne me le disait pas non plus. On était encore dans une Mm. génération pudique où on ne se dit pas ah, je suis fier de toi, etc. Mais je savais qu'il le disait. Et ma mère me répétait volontiers tout ce qu'il disait comme bien de moi. Tout le monde semble le dire à moi. Mais c'était tacite entre nous. Et moi non plus, je passais pas mon temps à lui dire alors, qu'est-ce que je suis fier de toi. Mais il savait que c'était le cas aussi. Ouais. Donc, il serait plutôt fier. Et il y a des mots que vous lui avez pas dit que vous voudriez Non, encore lui dire? non, Non. non, je lui ai tout dit. Ouais. Je lui ai tout dit. S'il était là, ben, je lui dirais que je l'aime et qu'il nous manque. Et pas qu'à moi, hein, il manque à beaucoup de gens. Oui. Ouais, Parce qu'il a ouvert la voie sur plein de domaines ouais, et il a donné un moteur à notre France quand même. exactement. Ouais. Mm. Votre mot à vous-même aujourd'hui. Mon? Votre mot à vous-même, c'est-à-dire vous allez vous parler aujourd'hui à ma place. Ah Vous me oui, voyez et vous dites quoi? continue, Ouais. tout simplement. Continue. J'aime bien laisser le mot de la fin de mon invité. Ouais. Un conseil, un coup de gueule, un mot, une chose qu'on n'aurait pas dite, même si on est allé vraiment dans tous les en 360 de notre discussion. Qu'est-ce qui vous vient aujourd'hui pour finir notre échange? Ah bah, comme vous me dites que l'audience, ce sont essentiellement des entrepreneurs, je leur dis accrochez-vous, ne lâchez pas, ne lâchez jamais rien, mais dans le même temps, écoutez. Euh, il faut, c'est dur d'être entrepreneur parce que je le disais dans une autre émission, c'est ambigu, il faut écouter tout le monde et il faut écouter personne. C'est-à-dire que Mm. celui qui est muré et qui n'écoute pas l'avis des autres va finir par se planter parce que personne ne sait tout. Mais celui qui écoute sans arrêt les autres va être indécis. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quand même le chef d'entreprise qui doit prendre Ouais. sa décision, y compris si c'est contre l'avis de tout le monde, s'il y croit fondamentalement. Steve Jobs l'a fait ça plein de fois contre l'avis de tout le monde sur des produits Apple, Ouais. où il s'est révélé qu'il avait raison, alors que tout le monde lui expliquait votre produit, là, personne n'en veut, on a fait les études de marché. Il disait pas grave, moi je sais que ça va marcher. Donc c'est difficile, mais quand même il faut écouter les autres, et à la fin, il faut imposer sa conviction, et puis se dire bah, je tente, on verra bien. Mm. Merci Laurent pour cet échange
rempli de conseils. Je suis sûre que ça va passionner, puis avec des petites anecdotes croustillantes. Voilà, on était en direct de Grenoble, donc ça fait plaisir parce qu'on est vraiment en local pour nous. Mmh. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode dans quelques semaines, dans quelques mois. Et si vous redécouvrez ou découvrez l'interview quelques années après, bien sûr, on vous met toutes les références en bas dans la description. Super. Merci Laurent, Merci à au vous. plaisir. Au plaisir.